Aujourd'hui, nous allons parler des bitcoins. Je vais expliquer le bitcoin aux souverainistes. C'est quoi un bitcoin? Alors, comme d'habitude, nous allons faire une introduction, une partie d'explication, une conclusion. Je vais essayer de faire un peu d'histoire, de philosophie et de politique. Alors, la première partie de l'introduction, je vais relater un peu l'histoire, pas de l'informatique, mais euh, de ce qu'est devenu le numérique pour que vous puissiez comprendre ce que c'est qu'un bitcoin, parce qu'il y a tout de même une partie un petit peu technique, euh, notamment ce que c'est que le web 2.0, le web 3.0 par exemple. Alors, on va commencer par Internet. Qu'est-ce que c'est qu'Internet? Internet, c'est le réseau. D'accord? Il faut distinguer le réseau Internet, qui est un protocole d'échange IP. Vous avez peut-être entendu parler de adresse IP. C'est un protocole d'échange de paquets d'informations qui circulent sur le réseau Internet, qui a été développé à partir des années 70, notamment par l'armée américaine, sur la base de recherche du CERN. Euh, Ce réseau permet de faire circuler de l'information de manière non pas décentralisée, parce que c'est via des serveurs, mais sous une forme d'étoile d'araignée, c'est-à-dire que si un serveur tombe, les autres fonctionnant, le réseau n'est pas mort. Il continue à distribuer ses paquets, parce qu'un paquet peut aller sur un serveur, un autre sur un autre, etc. Et ensuite, ils se rejoignent sur l'adresse de livraison. Et l'adresse de livraison, c'est la fameuse adresse IP. Alors, par-dessus, le réseau Internet fonctionne par lui-même, on peut envoyer de l'information, etc. Et ce que vous avez aujourd'hui sur le web, les applications dites web, c'est une surcouche, c'est le web 2.0, c'est du partage d'informations. D'accord? Vous allez sur un site web, www.patati.fr, vous allez interroger un serveur quelque part sur le réseau qui a un contenu HTML. Hein. C'est un langage avec des scripts Java ou autre, mais voilà, ça c'est le web, ce qu'on va appeler le web. Mais il faut distinguer l'infrastructure réseau et l'infrastructure communicante, hein, le contenu. Alors, le contenu peut être distribué également par un autre réseau. Ce n'est pas forcément via le réseau Internet, hein. Mais le réseau Internet est celui qui a été développé et qui a lancé le web, qui a permis la création du web 2.0, c'est-à-dire l'échange d'informations qui repose sur le réseau IP. Alors, un paquet IP qui circule sur le réseau, il est totalement traçable. Hein. Sur le réseau Internet, on sait d'où il part et on sait où il va. Hein. Le réseau Internet, il est composé de clients et de serveurs. Le client, c'est vous. Vous allez interroger un site Internet qui est le serveur et vous allez recevoir des paquets d'informations qui circulent sur Internet sous forme de petits blocs d'informations et qui, eux, vont circuler sur la toile. Hein. Ils ne vont pas prendre le même chemin. D'accord? Mais au final, ils vont se rejoindre chez vous, sur votre poste client, chez le poste client, et reconstituer l'information que vous consultez. Alors, une adresse IP, c'est des chiffres, c'est comme un numéro de téléphone, hein, 203, patata. Par exemple, le site internet de ma société, il s'appelle www.kgi.xyz et son adresse IP, c'est, je vous la lis comme ça, 52 74 50 153. Hein. C'est un serveur chez Amazon que je loue et vous n'allez pas retenir un numéro facilement. Mais par contre, kgi.xyz, c'est plus simple à retenir, ou apple.com. Hein. Donc, il y a dans l'infrastructure web, il y a ce qu'on appelle des serveurs DNS, c'est des serveurs de nom de domaine. C'est eux qui transforment le nom en adresse IP pour vous. D'accord? Et ça, c'est des choses, quand vous créez un site internet, vous avez besoin de vous enregistrer sur un serveur DNS pour avoir cette facilité. Hein. Ça, c'est donc Internet.
qui permet de faire circuler de l'information, et pas que du web, hein, ça peut être de l'information pure, ça peut être autre chose, hein, et le web est une surcouche de protocole qui permet, via le HTML, les JavaScript et autres bases de données, etc., de partager du contenu. Alors, depuis peu, il y a également maintenant le Web 3.0. Le Web 3.0, ce n'est plus que de l'échange d'informations, c'est de l'échange de valeurs. D'accord? Ça peut être une valeur monétaire, ça peut être une valeur d'échange, ça peut être une valeur artistique, c'est un échange de valeurs. Et ça rejoint également quelque chose qui est de plus en plus décentralisé, que je vais expliquer, qui est également l'Internet des objets, hein. Ça se rejoint. Alors, l'Internet 3.0 repose sur une technologie, entre autres, mais qui est importante, qui s'appelle le pair à pair. Alors, c'est quoi le pair à pair? Dans l'Internet traditionnel, vous avez des clients qui se connectent, hein, je vous mettrai des schémas, et vous avez des clients qui se connectent à un serveur. Par exemple, Apple n'a pas qu'un seul serveur, il a de nombreux serveurs redondants distribués dans le monde, mais toutes les personnes qui consultent Apple ou Amazon ou Microsoft, enfin n'importe qui, c'est des clients qui contactent ce serveur pour récupérer l'information. Dans un réseau pair à pair, en fait, il n'y a plus de serveurs centralisés, hein. En fait, les clients deviennent clients et serveurs à la fois. D'accord? Donc ça, c'est un changement très important et c'est très intéressant parce que ça permet de totalement décentraliser l'information. Donc en fait, vous n'avez plus de serveurs, de grosses machines, de gros data centers. En fait, n'importe quelle machine, un téléphone portable, un ordinateur, un objet connecté, peut être à la fois le serveur et le client. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, là, les choses deviennent beaucoup plus complexes à tracer. C'est pour ça que c'est ces protocoles-là qui sont utilisés pour le téléchargement illégal, entre autres, hein, de musique, de films, etc. C'est la technologie pair à pair, peer-to-peer en anglais, qui va permettre d'avoir de l'information partagée d'une manière mondiale sur tous les clients qui ont téléchargé une application commune, hein, pour télécharger des films ou des choses comme ça, une application à télécharger que vous avez tous, et en fait, quand vous commencez à télécharger un fichier, un document, un film ou autre, une musique, je rappelle que c'est illégal, mais vous pouvez le faire à titre expérimental, de recherche, vous avez en fait une partie du film chez vous qui va être également partagée par quelqu'un d'autre qui télécharge ce même film. Donc c'est infini. C'est redondant, c'est solide, c'est intraçable dans l'absolu, et surtout, c'est pas centralisé, c'est totalement décentralisé. Donc ça, c'est important à comprendre. Ça, c'est la technologie pair à pair. Ensuite, à cela est associée souvent la cryptographie. Alors, la cryptographie, c'est l'art de protéger des secrets, hein. Ça a toujours existé, les messages codés, Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale, que les Alliés ont réussi à déchiffrer, etc., etc. Alors, le pair à pair associé à la cryptographie va protéger ces paquets d'informations qui circulent, hein. Dans l'Internet traditionnel 2.0, ça peut être crypté également, c'est quand vous avez les fameux HTTPS, S, ça veut dire que c'est crypté, donc quand vous allez à votre banque ou des choses comme ça, il faut le S, hein, ça veut dire que c'est crypté. Donc, mais dans le Web 3.0, tout est crypté, d'accord? Donc ça veut dire que c'est quand même complexe à suivre l'adresse, enfin à suivre le paquet d'informations, à le lire, etc. Parce qu'il faut la clé de cryptage qui ne circule pas avec le paquet, hein. La clé de décryptage, elle est envoyée séparément. Alors, ça c'est la cryptographie qui permet de protéger ces échanges. Ensuite, vous avez ce qui compose le Web 3.0, vous avez la technologie chaîne de blocs, en anglais blockchain. Alors ça, vous avez peut-être entendu parler avec les bitcoins. Blockchain, c'est une technologie. Pour l'expliquer, on va parler de base de données. Quand une base de données, c'est un programme informatique qui contient de la donnée, tout simplement, mais structurée, qu'on peut trouver facilement. Quand vous faites une recherche sur Google, n'importe quoi, vous cherchez chat gris, Google a des bases de données, hein, et il va
chercher de manière très rapide dans ces bases de données à quoi correspondent ces mots-clés pour vous envoyer de l'information pertinente. Alors, une base de données, elle est jusqu'à présent associée à un serveur centralisé. Vous avez une grosse machine qui a une base de données qui contient de l'information, vous l'interrogez via le réseau Internet avec le protocole HTTP, vous dites voilà, je cherche tel dans un site marchand, quand vous allez chez Amazon, voilà, vous voulez le dernier téléphone Samsung, vous tapez Samsung, téléphone, etc. Et ça interroge une base de données qui vous renvoie l'information pertinente. Le succès de Google, c'est une base de données. Alors, les bases de données étaient donc avant centralisées, mais maintenant, avec la technologie bloc de chaîne, en réalité, c'est une base de données qui est partagée en pair à pair. Vous comprenez le pair à pair, je vous l'ai expliqué. Donc, ça veut dire qu'en fait, la base de données, elle n'est pas centralisée. Elle est sur tous les clients. Elle est partagée. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça veut dire que ça devient inviolable. Parce que n'importe quelle transaction, dès que, quand vous êtes dans un réseau de blocs de chaîne, quelqu'un interroge la base de données, tout le monde est au courant. D'accord? En fait, cette information, elle est distribuée et elle est validée par tous les clients. D'accord? Et elle est enregistrée. Donc, en fait, tout le monde a une copie de la dernière transaction et de la base de données. Et ça veut dire qu'elle est inviolable. D'accord? C'est ça qui est très intéressant. Alors que dans une base de données, je vous donne un exemple sur les élections. Une base de données classique, si elle est sur mon serveur, je suis l'administrateur, j'ai le mot de passe, je me connecte, je peux tout changer dans la base de données. Le vote par Internet, d'accord? On parle souvent du vote par correspondance, mais en réalité, le vote va devenir par Internet, avec vos téléphones, etc. Et si elle n'est pas dans la blockchain, elle sera totalement corruptible, falsifiable. Mais si elle est dans une blockchain, c'est infalsifiable. Si moi, j'ai le serveur de vote chez moi, d'accord? Je suis l'administrateur. Vous avez voté pour Tartampion. Moi, je peux me connecter et changer et dire, bah tiens, il a voté pour l'autre candidat. Je peux falsifier cette base de données parce que je suis administrateur, j'ai les mots de passe, j'ai le privilège de modifier cette base de données. Ça, c'est très problématique, d'accord? Mais dans la technologie blockchain, c'est pas possible parce que dès que vous votez, tous les clients sont au courant. Ça se distribue par tout le monde et tous les nœuds, ce qu'on appelle un nœud, c'est les clients, tous les nœuds valident cette transaction. D'accord? C'est pour ça que ça prend un certain temps de validation. Hein? Ça, c'est la preuve de travail. On en parlera après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que c'est absolument inviolable. Parce que si même vous arriviez à trafiquer, à décrypter, à trafiquer et à changer une partie de la blockchain, une partie de la base de données, elle ne sera pas validée par les autres. Parce que ça ne sera pas officiel. D'accord? Ça ne sera pas une transaction officiellement et prouvée. Vous comprenez? Donc ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que c'est un système totalement inviolable. Et ça, c'est très important à comprendre. D'accord? C'est inviolable. Quand on vous dit oui, les votes par correspondance ou par Internet, non. Si on utilise la bonne technologie, une technologie décentralisée en bloc de chaîne, c'est inviolable. Alors ensuite, nous allons parler des réseaux parallèles. Tout au début, je vous ai parlé du réseau Internet. Alors, je suis désolé, je suis obligé d'expliquer tout ça pour aller au Bitcoin, hein, parce que il faut que vous ayez un minimum de culture informatique pour comprendre. Alors, le réseau Tor, vous en avez peut-être entendu parler, c'est un réseau, en réalité, parallèle, ou qui va sur le réseau Internet, le réseau IP, et c'est un réseau qui n'est pas connu, il est privé en quelque sorte, d'accord? Et ensuite, il est sous couche d'oignon, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi souvent avec le terme d'oignon, c'est qu'en fait, il utilise en quelque sorte le pair à pair et toutes les technologies dont nous avons parlé, et il vous offre l'anonymat. D'accord? C'est-à-dire, en fait, les paquets ne sont pas traçables. D'accord? Quand vous connectez via le réseau Tor et vous allez consulter de l'information sur un site qui fait partie de ce réseau, le paquet ne sera plus traçable de vous au site. D'accord? Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, seule la dernière transaction, alors vous vous souvenez, en fait, les paquets circulent par des clients dans le monde entier ou par des serveurs. C'est des serveurs plus clients qu'autre chose, hein, le réseau Tor. Et la dernière transaction, le paquet qui va chercher, disons que vous allez chez Amazon, hein, vous utilisez Tor, vous êtes paranoïaque pour aller chez Amazon, bon ça n'a aucun sens en soi, mais enfin, vous faites comme ça, et vous consultez le Samsung toujours, en fait c'est le dernier nœud
qui a consulté, qui a posé, qui a transmis le paquet à Amazon qui est connu. Donc Amazon ne voit que ce nœud-là, mais c'est pas vous. Ce nœud-là, c'est un serveur quelque part qui sert de relais. D'accord? Donc en fait, c'est pas traçable. On ne peut pas savoir que c'est vous qui faites cette interrogation. D'accord? Alors, ça amène vers le dark web. Ce qu'on appelle le dark web, c'est en fait, c'est pas une technologie, le dark web. Le dark web, c'est tout cela. C'est tout cela réuni. Donc, c'est un mix de réseaux Tor, de pair à pair, de choses comme ça, cryptographie. Et ça va permettre d'être totalement anonyme et de circuler et d'aller voir des serveurs, d'interroger des serveurs ou du pair à pair, mais deux fois, c'est des serveurs. Vous allez... Prenons l'exemple pire, un réseau pédophile. Hein, tous les trucs mafieux utilisent ces technologies, bien évidemment, parce qu'ils veulent rester anonymes. Alors, comment font les pédophiles? Les pédophiles, en fait, circulent dans des forums, ils se passent des informations, et il y a des serveurs qui ne sont pas, vous savez, je vous ai parlé du DNS, hein, pour transformer www.tartampion.fr en l'adresse IP du serveur physique, qui est sur le réseau, hein, parce que chaque ordinateur a une adresse IP physique. Hein. Alors, c'est ce qu'on appelle l'IPv4 et l'IPv6. Donc, circulant de bouche à oreille ou par des forums, etc., j'ai connaissance d'une adresse IP. Je sais que cette adresse IP contient des photos pédophiles, mais elle n'est pas ce serveur et reste anonyme. Il ne s'enregistre pas sur les serveurs DNS. Et pour cause, parce que c'est tout à fait illégal et il ne veut pas être connu. D'accord? Donc, si vous récupérez cette adresse IP, vous allez pouvoir le consulter en tapant cette adresse IP dans l'URL. Et vous allez pouvoir atteindre cette machine ou ce réseau pair à pair, peu importe, et consulter cela via le réseau Tor pour être resté anonyme, crypté, etc. Voilà, c'est comme ça qu'agissent les pédophiles, et c'est comme ça, en fait, c'est ça le dark web, d'accord? C'est tout simplement des façons de faire, ok? Vente d'armes, vente de drogue, réseau pédophile et tout ce que vous voulez. Donc c'est très compliqué pour la police ou les gendarmes d'infiltrer ça, c'est faisable, mais il faut du temps, il faut s'infiltrer, il faut essayer de se faire passer pour un pédophile, pour accéder au forum et ainsi de suite, avoir connaissance des serveurs et ainsi de suite. Donc, revenons au monde un peu plus propre. Vous voulez être anonyme, aucun problème, vous pouvez utiliser ces technologies. Et en fait, un VPN, ce qu'on appelle les VPN, c'est la même chose. C'est qu'en fait, eux, ils vont faire circuler les paquets d'informations via un autre pays. Ils vont faire croire que vous êtes aux États-Unis pour aller regarder des films Netflix que vous n'avez pas en France, par exemple. Hein. Mais c'est la même technologie, tout cela. C'est les mêmes choses. Alors, nous arrivons petit à petit à la notion de dématérialisation. Alors, vous avez tous entendu parler du cloud, des clouds. Apple a son cloud, Microsoft a son cloud. Hein, c'était il y a une décennie ou deux, c'était le cloud. Voilà. Alors, c'est quoi le cloud? C'est tout simplement que là, on est dans un monde numérique. Quand vous faites une photo avec votre appareil photo, aujourd'hui, il est numérique. Avec votre téléphone, il est 100% numérique. Vous n'avez plus de papier, de support papier. Et cette photo, elle est stockée souvent, non pas dans le téléphone, mais dans le cloud de votre fabricant de téléphone, Samsung, Apple ou autre. Hein. Le cloud, ce sont des serveurs centralisés, hein, qui contiennent ces images et ainsi de suite. Alors, OVH est une grosse société française d'informatique et d'hébergement web, etc. Il n'y a pas très longtemps, elle a eu un incident, il y a eu un feu assez important, et beaucoup de gens ont perdu des données dans le cloud. D'accord? Parce que ça a brûlé. C'était pas à 100% redondant, etc. Donc faites attention. C'est pas parce que vos photos sont sur Apple ou autre qu'elles sont forcément protégées. Elles sont bien protégées parce qu'Apple c'est une société costaud, etc. Mais un accident peut arriver. En général, c'est doublé, c'est redondant, etc. Mais voilà, faites une copie chez vous tout de même sur un disque dur, voire 2 disques durs, pour être certain. Donc la dématérialisation, bah, c'est tout simplement ça, c'est qu'en fait tout est aujourd'hui de plus en plus dématérialisé, tout est de plus en plus électronique. C'est une bonne chose, ça permet d'éviter d'avoir du papier en trop, etc. Dans l'absolu, il faut le faire. Mais il faut avoir conscience des pertes possibles, il faut avoir conscience que ça peut être contrôlé, surveillé si c'est centralisé. Par exemple, comment Google a lancé son intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ça date des années 70. C'est pas quelque chose qui est apparu comme ça. C'est qu'en fait, on sait programmer l'intelligence artificielle, mais on avait, pour entraîner un modèle d'intelligence artificielle, il faut énormément de données. Et Google, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Comme tout le monde mettait ses photos chez Google, il commençait à avoir énormément de data. Hein, c'est ce qu'on appelle le big data. Et avec ça, on peut faire des analyses.
très pertinent, très intéressant. Et il a commencé à classifier les chats. Son intelligence artificielle a commencé à reconnaître les chats, des chiens, et ainsi de suite, hein, grâce à vos données. D'accord? Ça, il faut aussi bien le comprendre. Voilà, donc ça c'est la dématérialisation. En soi, la dématérialisation n'est pas mauvaise, notamment avec les technologies dont on a parlé, de blocs de chaîne, de pair à pair, et ainsi de suite, parce que là, ça devient décentralisé. Et c'est ça qu'on veut. On ne veut pas forcément mettre toutes nos données sur des serveurs centralisés, hein. Alors, l'argent aujourd'hui, par exemple, est en grande partie dématérialisé, hein. Il y a très peu d'argent physique, d'argent fiduciaire. En réalité, la majorité de l'argent est purement électronique, voire totalement purement comptable, hein. Quand vous faites un crédit à la banque demande à la banque centrale un prêt, tout ça c'est totalement électronique. C'est une écriture comptable, on appuie sur un bouton, d'accord. Votre compte est rempli de monnaie virtuelle, d'accord, qui repose que sur des 0 et des 1, le langage informatique. Vous recevez cet argent que vous-même vous envoyez au propriétaire de ce que vous achetez et qui lui-même ne n'ira jamais convertir ça en billets, c'est extrêmement rare, d'accord. Et ensuite, vous utilisez vos cartes bleues, Visa et autres, qui sont des transactions 100% électroniques. Donc vous êtes déjà dans un monde dématérialisé, en partie, d'accord. Donc ça, il faut bien le comprendre. Mais effectivement, les nouvelles technologies dont nous avons parlé proposent un nouveau type de monnaie qui est le Bitcoin. On va y arriver. Mais avant, on va un peu dire ce que c'est que l'argent, d'accord? Parce qu'il faut le comprendre. Maintenant qu'on a une petite culture informatique, on comprend mieux les réseaux, les choses comme ça, le pair à pair, la bloc de chaîne et ainsi de suite, on va reparler brièvement de l'argent parce que c'est abstrait en réalité, surtout quand c'est dématérialisé, d'accord? Alors, parce que c'est ce que les gens vont reprocher au Bitcoin, et notamment les souverainistes, hein, mais on va y venir après. Donc l'argent, la monnaie, c'est un privilège de violence légale, d'accord? En fait, en réalité, l'argent, c'est un consensus d'échange. Entre vous et moi, quand vous étiez petit, vous aviez des billes, c'était une monnaie, hein, on s'échangeait des billes, une grosse bille valait 3 petites billes, ça c'est de l'argent déjà, ça. C'est un consensus d'échange avec un groupe d'individus qui partagent en commun ce consensus, d'accord? Donc, il vaut mieux parler la même langue, il vaut mieux être culturellement proche pour avoir les mêmes valeurs. Par exemple, quand les conquistadors sont allés en Amérique ou les Anglais, ils ont vu de l'or. Pour les indigènes locaux, bon, c'était un métal joli, mais on ne peut pas vraiment faire grand-chose avec de l'or, c'est mou. Voilà, mais pour les conquistadors, c'était le paradis, hein, voilà. Donc voilà, ça c'était un consensus, ouais, dans le Nouveau Monde, c'était pas forcément une monnaie d'échange de valeur, mais dans l'Ancien Monde, oui. Donc l'argent a toujours été le privilège du fort, du gendarme, le gentilhomme qui a l'arme, qui possède l'arme, c'est-à-dire la violence légale. Battre monnaie, c'est quelque chose qui peut vous amener en prison très rapidement, hein, dans un gouvernement souverain. Ce qui est en soi normal et à la fois pas normal, hein. On va y parler, on va y venir après. Mais l'argent en soi, c'est donc un consensus, et l'argent, avant tout, c'est une dette en réalité, d'accord? Si je vous demande de venir chez moi pour travailler, pour repeindre ma maison, vous allez dépenser de l'énergie physique à repeindre ma maison, il faut que je vous dédommage, d'accord? J'ai une dette envers vous. Vous m'avez fait un service, j'ai une dette envers vous, il faut que je vous la rembourse. Donc l'argent, c'est avant tout une question de dette. À ce sujet-là, vous pouvez lire le très bon livre « Dette, 5000 ans d'histoire ». Hein, c'est fait par un anthropologue, c'est très intéressant, un économiste anthropologue, parce que l'argent, c'est lié à l'anthropologie, d'accord, historiquement. Donc si tu me rends un service, il faut que je te rembourse, d'accord? C'est ça l'argent. C'est une dette. Alors, c'est un consensus d'échange. Alors, l'argent peut être... En général, le troc en soi n'a jamais vraiment existé que dans des petits groupes, parce que à partir du moment où il y a plus de 100 personnes, on ne va pas faire du troc, c'est impossible. Donc, on a besoin d'une valeur d'échange qui va nous permettre d'échanger cette valeur, d'accord? Et ça peut être n'importe quoi. Quand vous allez dans un casino, si jamais vous avez déjà été dans un casino, vous utilisez des jetons en plastique, et pourtant ils ont une valeur.
hein. Si vous perdez votre argent. Si vous gagnez de l'argent. Après, vous pouvez le convertir, hein. Mais en soi, les casinos ont leur propre monnaie sous forme de jetons. Et ben, c'est la même chose. Il y a des peuples qui avaient des coquillages, il y a des peuples qui ont... Nous, en Europe, après, on a été vers les métaux rares, l'argent, l'or. Mais le poivre, à une certaine époque, valait plus que l'or. D'accord, ou les tulipes à un moment donné en Hollande avec la première crise, le premier krach boursier de la tulipe. Bon. Alors, ça veut dire que c'est un consensus. Donc l'argent, souvent, est lié à la rareté. La monnaie, cette valeur d'échange est liée à la rareté. Il faut que ça soit rare. Parce que si demain, vous dites que, je ne sais pas moi, un morceau de caillou quelconque vaut autant que de l'or, bah, tout le monde va devenir riche. Et donc, le cours va s'écrouler et vous allez vers une inflation. C'est-à-dire que votre monnaie n'a plus aucune valeur, plus personne n'en veut. D'accord? Vous allez ramener des brouettes entières de cailloux pour acheter une pomme. Donc, il faut que cette valeur d'échange soit rare, soit complexe, soit valorisée d'un point de vue même énergétique. D'accord? C'est pour ça que l'or est toujours intéressant, parce que l'or est rare. Et donc, du coup, il faut miner, il faut creuser, voilà, vous ne trouvez pas de l'or en marchant dans la rue, hein. Cette notion de rareté, elle est importante, hein, parce que plus une monnaie est complexe à avoir, elle est rare, plus vous allez apprécier cette monnaie et la valoriser, d'accord? Là, alors, il y a l'histoire de la déflation ou de l'inflation, hein. Pour illustrer ça, et après on aura plus ou moins terminé sur l'argent, je vais vous raconter une histoire très intéressante, qui est l'histoire de Mansa Moussa. C'était un roi du Mali, un grand roi du Mali au XIIIe siècle, je crois. Et le Mali, à cette époque-là, ce roi on dit que c'est l'homme le plus riche du monde de tous les temps, parce qu'il avait, à lui seul, son pays possédait la moitié de réserves d'or du monde ancien, d'accord, pas du nouveau monde, parce qu'on venait, on ne le savait pas encore. Mais du monde ancien, il lui possédait à peu près la moitié de la réserve d'or mondiale. Donc imaginez. Et un jour, ce brave roi va faire un pèlerinage à la Mecque, parce qu'il est musulman, et sur la route il aurait emporté avec lui 12 tonnes d'or, d'accord? Et sur la route de la Mecque, notamment au Caire, etc., dans les grandes villes, il distribue son or. Il est sympa, et il donne de l'or à tout le monde. Enfin, il va à la Mecque, il revient, et quand il revient, il y a une dévaluation de l'or, d'accord, qui prendra, d'après les écrits, 12 ans à se régler. Donc il revient, et en fait, c'est la merde. Il a créé ce qu'on appelle... la monnaie est tellement abondante qu'il a créé une inflation, d'accord? Donc en fait, l'or ne vaut plus rien. Donc pour essayer de résoudre cela, comme en même temps il avait dépensé tout son or, il rachète l'or avec intérêt, avec des intérêts très hauts. Et ensuite, il se lance dans des travaux, il construit des routes, des mosquées, etc. Enfin, en gros, il relance l'économie, hein, ce qu'a fait Hitler après la Première Guerre mondiale, parce qu'il y a eu en Allemagne également une énorme inflation, hein. Il fallait aller acheter avec une brouette de marque, une baguette, un pain, etc. Donc voilà, ça c'est un exemple. Donc, pour résumer sur la monnaie, c'est une valeur d'échange, il faut qu'elle soit rare, il faut qu'elle soit valorisée par le groupe qui l'utilise, respectée. C'est souvent l'autorité la plus forte qui a le droit de battre monnaie, mais localement, il y a eu des exemples de monnaie locale, notamment en Allemagne pendant effectivement l'inflation, c'est cette grande crise avec la ville de Worg, je prononce sans doute mal, qui a créé une monnaie locale pour combattre cette inflation. Et des exemples de monnaie locale, il y en a quelques-unes, hein, mais c'est local. Voilà, ça va s'arrêter à une ville, ça va s'arrêter, ça va être très restreint, hein, parce que l'autorité centrale veut garder la mainmise sur l'argent, parce que c'est très important, vous comprenez bien. Mais ça, c'est parce que on ne comprend pas forcément ce que peut être une monnaie décentralisée. Alors, aujourd'hui, qui est le gendarme du monde? Ce sont les États-Unis, hein, avec le dollar, le fameux dollar. Alors, depuis les accords de la Jamaïque, hein, qui sont en 79, je crois, enfin 75, je ne sais plus trop. Enfin, c'est les accords de la Jamaïque. En réalité, la Banque centrale, l'Allemagne
à un moment donné, après la guerre du Vietnam, commence à sentir que l'économie américaine devient dangereuse, frivole, fragile, avec ses millions dépensés. Et à l'époque, le dollar était adossé à l'or. Hein. Donc à tout moment, vous pouviez aller à la Banque centrale américaine, échanger vos dollars en or. Et tout d'un coup, l'Allemagne fédérale, l'Allemagne de l'Ouest, dit « Moi, je veux échanger mes dollars en or ». Et là, les États-Unis disent « Non, stop, c'est fini, on ne peut pas ». Accord de la Jamaïque, il n'y a plus de convertibilité du dollar en or, c'est fini. Et ça change beaucoup de choses. Et là, le gendarme du monde, les États-Unis, va imposer par la force physique, la violence légale des États-Unis, ou illégale d'ailleurs, ça se discute, mais la première puissance militaire au monde impose cela, et en même temps stipule que le pétrole, l'énergie première, doit être échangée avec du dollar. Donc la monnaie dollar devient l'étalon de référence mondial, mais c'est imposé par la violence, hein, et on ne peut plus convertir en or, d'accord? Donc c'est à partir de ce moment-là que le dollar commence à devenir une arme, c'est-à-dire en fait les États-Unis peuvent imprimer autant de dollars qu'ils veulent pour financer leur armée, leur économie, faire de l'achat, et ainsi de suite. Et ça va très loin, parce que et du coup, comme c'est la monnaie référence, tous les pays du monde sont obligés de l'utiliser dans les contrats internationaux, d'accord? Et ça, c'est ce qui est arrivé à Alstom, l'affaire Alstom. Je vous mettrai le lien de Thinkerview. L'affaire Alstom est accusée de corruption en Indonésie, si je ne dis pas de bêtises. Ils utilisent 2 dollars parce qu'on est obligé, donc vous tombez sous le coup du DOJ, du Department of Justice. Et là, eux, ils rigolent pas. Ils ont mis en tôle le numéro 2 de Alstom. Hein, Monsieur Frédéric Pierucci, il faut lire son livre ou l'interview chez Thinkerview. Le mec, il a été abandonné par la France et abandonné par sa société, hein, qui, au contraire, la société l'a chargé. Et là, en ce moment, vous avez vu que Huawei a réussi à rapatrier sa directrice financière grâce au soutien de l'État chinois, qui a emprisonné des 2 pauvres Canadiens qui n'ont rien à voir dans cette histoire. Mais enfin, ils se sont battus face aux États-Unis. Et ils ont tenu tête, et ils ont gagné. Elle est rentrée en Chine. Hein, voilà, il faut tenir tête aux Américains. Il ne faut pas avoir peur de tenir tête aux Américains. Donc voilà sur l'argent. L'argent, c'est une force centralisée. Aujourd'hui, le US dollar est totalement contrôlé par les Américains. Ils nous emmerdent, ils mettent nos compatriotes en tôle, ils font la loi dans le monde. Regardez l'histoire des sous-marins nucléaires. Voilà, donc c'est pas très intéressant d'être sous le joug américain, états-unien, vis-à-vis de l'argent. Alors l'Europe s'est réunie, a créé l'Europe et on a créé l'euro. Mais le problème de l'euro en soi, qui est pas mauvais, c'est pas idiot, mais le problème de l'euro, c'est que c'est faussé, puisque l'Allemagne a exigé que l'euro soit au même niveau que le Deutsche Mark. Donc l'euro est trop fort pour les pays du Sud, pour la France, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, le Portugal, l'Angleterre n'a jamais rentré dans l'euro, c'est des malins, mais vous voyez, en fait l'euro c'est le Deutsche Mark. Et comme les Allemands travaillent pour les Américains, ça revient au même. Donc on n'est pas maître chez nous, pour les souverainistes comme moi et vous. Eh bien, oui, il faut refaire une monnaie souveraine, c'est vrai, mais également, on peut également penser à une monnaie d'échange mondiale ou à une réserve de monnaie d'échange mondiale qui ne serait pas le dollar, mais justement le Bitcoin. Voilà, voilà ma transition vers le Bitcoin. Alors, c'est quoi le Bitcoin? Je vais vous lire un texte très intéressant, écrit par Friedrich Nietzsche. Grâce à la liberté des communications, des groupes d'hommes de même nature pourront se réunir et fonder des communautés. Les nations seront dépassées. C'est très fort comme texte. C'est très fort comme texte. En réalité, même pour le plus grand des souverainistes, quand Nietzsche dit les nations seront dépassées, les nations 2.0, l'ancien monde, oui, il faut le dépasser. Il faut que des groupes d'hommes qui partagent en commun une culture, voire une ethnie, mais ce n'est pas le plus important, mais des valeurs communes, une histoire commune, une volonté commune et un futur commun, n'ont pas besoin de nation. La nation, elle doit être limitée.
aux choses souveraines parce qu'il faut bien s'organiser. Mais l'humain, aujourd'hui, les Français sont éduqués. Euh, on sait faire la queue, on ne se vole pas forcément entre nous. On est quand même, on a un esprit civique. Je parle des Français euh, euh, qui se revendiquent tels. Ensuite, nous avons quand même reçu tous une très bonne instruction. Euh, je veux dire, le niveau d'instruction moyen d'un Français est élevé. Dans l'instruction française, on est une des meilleures du monde, même si elle se casse la gueule en ce moment. On apprend aussi bien de la géométrie, des mathématiques que de l'histoire, de la géographie, de la philosophie. C'est rare. Vous voyagez dans le monde, vous verrez. Vous aurez conscience de la qualité de l'éducation française. Mais elle se casse la gueule, c'est certain. Toujours est-il, si des groupes d'hommes peuvent se réunir, vivre ensemble dans une culture commune, partager un passé et un futur commun, la nation doit être ultra light. On n'a pas besoin d'un mastodonte. On a besoin de quelques services régaliens, certes, mais on n'a pas besoin d'un mastodonte, d'accord? Bon, je ferme cette parenthèse dans la parenthèse et j'arrive au Bitcoin. Alors, le Bitcoin, c'est quoi? Le Bitcoin, c'est une valeur d'échange électronique. On a pensé à l'or. L'or, c'est une valeur physique d'échange. Si j'ai un morceau d'or en France et j'amène mon morceau d'or en Russie, il sera reconnu comme tel. Je pourrais le vendre, l'échanger, ça sera reconnu. Pas forcément ma monnaie. Hein, une monnaie, elle peut être dévaluée, etc. L'or, c'est un étalon international, d'accord? Eh bien, le Bitcoin, c'est exactement la même chose, d'accord? C'est exactement la même chose, sauf que c'est purement électronique, c'est dématérialisé, mais avec quelques contraintes. Et ces contraintes sont extrêmement importantes. La première, c'est que le Bitcoin est inviolable. Par quoi? Parce qu'il repose sur un réseau pair à pair et toutes ces transactions sont enregistrées dans la bloc de chain, d'accord, dans la chaîne bloc. Ce qu'on a vu tout à l'heure est appliqué au Bitcoin. Et en plus de ça, il est crypté. Donc ça veut dire que, comme pour le vote de tout à l'heure, toute transaction Bitcoin est inviolable. C'est inviolable. C'est indestructible, d'accord? Puisque c'est déjà répandu dans le monde. Dès que vous avez un portefeuille Bitcoin, c'est-à-dire votre programme installé sur votre ordinateur, votre téléphone, peu importe, vous faites partie, vous devenez un nœud de Bitcoin et vous allez télécharger la base de données, vous allez devenir participer au réseau et vous allez le solidifier par votre présence. D'accord? La deuxième chose importante, c'est que le Bitcoin alors, les bitcoins a été créé par un groupe d'individus, d'accord? C'est open source, ça n'appartient à personne. La personne qui a créé les bitcoins ou les personnes qui ont créé le bitcoin ont fait ça pour le bien de l'humanité, d'accord? Ne rigolez pas, ça existe parfois. Des gens bons existent. Ils ont fait ça. Au passage, peut-être qu'ils se sont enrichis, mais tant mieux. Mais ça a été vraiment une volonté de créer une nouvelle valeur d'échange mondiale décentralisé, n'appartenant à personne. Donc aucun pouvoir de violence légale ne peut vous enquiquiner avec ça, d'accord? Ce qui est arrivé à Alstom ne serait pas arrivé avec du Bitcoin. Comprenez bien ça. Vous êtes souverain, il faut le comprendre. Parce qu'en fait, le Bitcoin, c'est l'ultra-souverainisme. Pour tous. Alors, le Bitcoin, ensuite, est limité. Le nombre de Bitcoins est limité. En fait, il y a 21 millions de bitcoins qui vont être produits. Le dernier sera fabriqué en 2144 et basta, il n'y en aura plus d'autres. C'est comme l'or. L'or, on ne peut pas le fabriquer. Et même si on arrivait à le fabriquer, etc., ça ne serait pas pareil. On n'en voudrait pas. D'accord? Les quantités d'or dans le monde sont limitées. Ok? C'est ce qui fait la valeur. Et le Bitcoin, c'est pareil. Le Bitcoin, c'est un protocole informatique qui repose sur une complexité de création, comme une mine d'or physique. Ça demande de l'énergie de créer un Bitcoin. Alors, je sais que pour certains, ça va être compliqué à comprendre. Mais un ordinateur, c'est une puissance de calcul. Ça, tout le monde peut le comprendre. Quand le protocole Bitcoin a été inventé, le programme a été inventé, open source, il a été fait de la façon suivante. Initialement, imaginons que les créateurs du Bitcoin ont créé 10 Bitcoins. Quand ils ont créé le protocole, ils ont
créé et mis sur le réseau 10 bitcoins, d'accord? Qu'ils ont distribué aux 10 premières personnes. Donc, ces 10 premières personnes avaient un bitcoin chacun qui valait au début absolument rien. Quand une personne a échangé, parce que tiens, tu viens chez moi, tu me fais la peinture, ça coûte un bitcoin, d'accord? Très bien, je t'envoie le bitcoin, tu fais la peinture, je t'envoie le bitcoin. Et à ce moment-là, comme c'est la technologie pair à pair, chaîne de blocs, cette transaction va être enregistrée chez les 10 personnes, d'accord? Ou disons que c'est une 11e personne qui vient, encore mieux, voilà. Elle crée son portefeuille Bitcoin, mais elle a 0 Bitcoin. Mais moi, j'en ai un, je le fais venir, il refait ma peinture du bureau, et je lui paye un Bitcoin. Pour que cette transaction soit enregistrée sur ces 11 personnes qui possèdent toute cette base de données qui est distribuée en pair à pair, eh bien, il va falloir faire un calcul, d'accord? Et c'est ce qu'on appelle le minage, comme analogie à miner une mine d'or pour aller chercher de l'or. Ça coûte de l'énergie. Il faut des ordinateurs, et ces ordinateurs vont calculer. Ils vont calculer la transaction chez ces 11 personnes, et ce qu'on appelle la proof of work, c'est-à-dire la preuve de travail. Il y a des échanges qui vont se faire, il y a un calcul, je ne rentre pas dans les détails, parce que même moi, je ne pourrais pas bien l'expliquer, mais comprenez globalement qu'il y a un travail, une énergie qui est dépensée par des machines. Imaginons que chaque individu a un ordinateur, ces ordinateurs calculent, et vont valider cette transaction, et là, la 11e personne, disons que je lui ai payé un demi-bitcoin, d'accord? Je garde un demi-bitcoin, et lui il a reçu un demi-bitcoin, et tout le monde est au courant, les 11 personnes sont au courant, c'est inviolable, on ne peut pas changer, c'est sécurisé, c'est crypté, c'est fait, voilà. Mais comme on a tous travaillé pour faire cette transaction, eh bien, ça a créé un nouveau bitcoin. C'est ça le truc fabuleux. Et ce nouveau bitcoin, il a été divisé par 10, les 10 premiers types qui avaient leur portefeuille et qui ont miné pour valider la transaction que j'ai faite avec la 11e personne. D'accord? C'est ça le truc fabuleux de cette technologie. D'accord? Donc c'est comme ça s'appelle le minage. On a fait une transaction et tout le monde a validé cette transaction, c'est totalement décentralisé, c'est inviolable, et en récompense de l'énergie dépensée de nos ordinateurs, des 10 premiers types, ils ont été payés, ça a créé un nouveau bitcoin qui a été divisé par 10. D'accord? Donc, plus cela augmente dans le protocole informatique, plus cette vérification des transactions devient complexe. Environ tous les 4 ans, d'accord? Au début, disons qu'on gagne, je dis n'importe quoi parce que je n'ai pas les valeurs en tête, hein, mais peu importe. Disons que la première transaction, ça fait un bitcoin, d'accord, à diviser par 10. Et bien, 4 ans après, la deuxième transaction, c'est plus un bitcoin, c'est un demi-bitcoin, d'accord? Et cette complexité fait que, en fait, il devient de plus en plus dur de créer des bitcoins. Le dernier bitcoin qui sera créé en 2144, il demandera énormément d'énergie. Est-ce que vous comprenez la subtilité, la finesse et l'intelligence du bitcoin? C'est fantastique. En soi, c'est quelque chose qui est extraordinaire parce que ça crée sa valeur. Alors maintenant, comme je vous ai parlé d'énergie, les gens disent, ceux qui ne comprennent pas Bitcoin, ceux qui essayent de lutter de manière idiote contre Bitcoin, disent la chose suivante. Oui, Bitcoin, c'est polluant, ça demande de l'énergie informatique, wow, c'est pas écolo, etc. C'est un vaste... C'est totalement l'inverse. Toutes les transactions Bitcoin d'aujourd'hui dépensent moins d'énergie qu'une seule grosse mine de charbon en Pologne. Ok? Alors, vous imaginez le nombre de mines de charbon qui sont réouvertes en ce moment à cause des écolos qui ne veulent pas du nucléaire, en Allemagne, en Chine, partout. Même si les Chinois vont sortir du charbon et vont vers une énergie propre, c'est pas le cas de l'Allemagne. C'est pas le cas de l'Allemagne, par exemple. Hein. Bon, je ferme cette parenthèse, voilà. Donc non, miner du Bitcoin, oui, ça coûte de l'énergie, oui, il faut des machines spécialisées, mais alors c'est une goutte d'eau dans l'énergie mondiale. Le charbon, une mine de charbon ou d'or, hein, une mine d'or, c'est extrêmement polluant, ça demande de l'énergie, c'est polluant, miner du Bitcoin, ça a absolument rien à voir, d'accord?
Donc, d'autant plus que les grosses entreprises qui font du minage de Bitcoin, parce qu'en fait maintenant pour miner du Bitcoin, c'est pas vous et moi tout seul qui allez le faire. Hein. Ça demande des machines spécialisées, ce qu'on appelle des machines ASICs, ça demande beaucoup de machines, ça demande de l'électricité. Donc les grosses compagnies de minage de Bitcoin, elles cherchent de l'électricité renouvelable, la moins chère possible, être le plus autonome possible, solaire, éolienne, ce que vous voulez, barrage hydroélectrique, enfin voilà. Et à ce sujet, pour que vous compreniez bien, il y a une société française. Alors, les Français sont très bons dans tout ce qui est Bitcoin. Hein. Sachez-le. On est très fort. Beaucoup de jeunes Français ont créé des startups aux États-Unis ou en France. On est à la pointe. Vraiment, on est à la pointe. Soyez fiers de cela. Alors, il y a une société française qui a eu une bonne idée, qui s'appelle Big Block Data Center. En fait, eux créent des conteneurs avec plein de machines à Bitcoin, des machines assises, et vont voir n'importe où dans le monde. Par exemple, là, ils ont fait un gros truc en Afrique, au Gabon, je crois, si je dis pas de bêtises. Il y a un barrage électrique qui s'est construit. Mais un barrage électrique qui se construit, il va pas donner d'électricité tout de suite, il va pas gagner de l'argent tout de suite. Donc les investisseurs sont là en attente, il faut connecter les câbles, ouvrir le réseau, et ainsi de suite. Mais lui, il vient avec ses conteneurs et il dit, écoutez les gars, pendant 6 mois, 1 an, là, vous allez galérer, moi je mets mes conteneurs au cul du barrage, d'accord? Vous me faites une électricité à pas cher du tout, et je vous paye en Bitcoin. C'est gagnant-gagnant. Mais il faudrait faire, mais d'une manière urgente, en France, la même chose avec les centrales nucléaires. Vous savez qu'une centrale nucléaire produit tout le temps. D'accord? Mais on n'a pas tout le temps besoin d'électricité. Ou un barrage, c'est la même chose. Alors les barrages, ils font des réserves d'eau, ils remontent l'eau. Enfin, mais ça serait beaucoup plus intéressant de miner du Bitcoin. Parce que c'est une valeur sûre, le Bitcoin. D'accord? Et pourquoi c'est une valeur sûre? Je vais vous le dire. Parce que c'est rare. C'est rare. Alors les gens ne comprennent pas, comme c'est totalement décentralisé, les gens regardent le cours du Bitcoin et en fait, il fluctue de 5 000 $ quasiment par semaine. D'accord? Il monte, il descend. Mais en fait, le Bitcoin, comment il fait? En fait, il fait que monter. D'accord? Mais si on regarde en macro, il fait comme ça. D'accord? Mais il monte. Mais effectivement, il y a des hauts et des bas. Il y a beaucoup de fluctuations parce qu'il y a beaucoup de transactions, parce qu'il y a beaucoup de spéculations. Il est totalement libre, le Bitcoin. Toutes les monnaies, les bourses du monde, tout est contrôlé aujourd'hui. D'accord? Plus que contrôlé. L'argent, le dollar, mais c'est les quantités d'argent qui sont créées, c'est la folie. Et le dollar va s'écrouler. L'euro, mais avec la crise du Covid, vous savez combien d'euros la Banque Centrale Européenne a créé? C'est la folie. C'est de la folie. En plus, il faut le rembourser. Non mais, donc voilà, une valeur de refuge. Le Bitcoin est une valeur, l'or est une valeur de refuge. Mais le Bitcoin également, une bonne valeur de refuge. Il va monter. Aujourd'hui, il est à peu près à 48 000 $, je crois, aujourd'hui. D'accord? Un Bitcoin, 48 000 $. En euros, je ne sais plus, hein, je m'excuse. Hein, au Cambodge, on est tout en dollars. Et vous voyez, et ça, c'est un problème. Hein. Hein, nous dépendons du département de la justice américaine. Hein. Bon, heureusement, le Cambodge est un pays souverain, donc ils en ont un peu rien à calter. Mais voilà, hein, c'est dangereux. Il faudrait mieux être en Bitcoin. Hein. Donc, la valeur du Bitcoin est solide. Il y a une autre société française qui s'appelle Stack & Stack. Je vous mettrai tous les liens. Hein, qui propose de l'épargne Bitcoin pour les pères de famille. D'accord? Très intéressant, très pertinent. Vous pouvez commencer à 10 €, 100 € par mois, etc. Et eux achètent des Bitcoins. Quand ils baissent, bah, ils rachètent, enfin, ils structurent et ils se font une réserve de Bitcoin. Mais la France devrait faire une réserve de Bitcoin. Bon, je suis d'ailleurs peut-être qu'on en a une, je ne sais pas. Hein. Mais voilà, c'est quelque chose. Alors maintenant, pour conclure, avant d'aller dans la conclusion Bitcoin, comprenez que c'est une valeur de refuge. Vous devriez investir, si vous avez un peu d'argent, vous devriez prendre quelques bitcoins. Bah, pas un bitcoin forcément. Alors oui, les gens pensent qu'on est obligé d'acheter un bitcoin. Non, non, non. On peut acheter 0,0001 bitcoin. D'accord? Il y a une sous-devise du bitcoin. D'accord? Le bitcoin est divisible, comme de l'argent. Hein, vous payez pas votre baguette avec un billet de 50 000 €. Vous payez votre baguette avec 1 € ou 2 €. D'accord? Ben, le Bitcoin, c'est pareil. Vous pouvez faire des transactions de 0,0001 Bitcoin. Hein? Donc, c'est un bon plan d'épargne. C'est totalement décentralisé. C'est sa force. Personne ne peut le corrompre. Personne ne peut en abuser. Personne ne peut en fabriquer plus qu'il y en aura. Plus le temps passe, plus il devient dur à miner. Vous l'avez compris. C'est une valeur refuge comme l'or. Sauf que c'est quand même plus pratique.
puisque vous avez, alors en parlant de sécurité, encore une boîte française a créé une clé, comme une clé USB, qui est de votre portefeuille, et elle est totalement sécurisée, ça s'appelle Ledger. Parce que sinon, effectivement, quand vous téléchargez, vous installez votre portefeuille Bitcoin sur votre ordinateur, vous avez besoin de créer une clé qui est composée de 12 mots ou 24 mots. Et ces mots-là, il faut les garder. Il ne faut pas les perdre. Parce que c'est inviolable. C'est-à-dire que si vous le perdez, vous perdez l'argent qu'il y a dedans. D'accord? Comme ce système est inviolable, vous ne pouvez pas appeler votre banque en disant « Ah, j'ai perdu mon mot de passe. » Non, non. Vous devenez responsable. Hein, vous gravez-vous ça sur une plaque de fer, ce que vous voulez, vous le mettez autour du cou dans un coffre, etc. Ou alors vous avez ce petit ledger, clé USB faite par ces Français, qui est une start-up, hein, ils ont levé 1 million de dollars. Hein. C'est une grosse boîte maintenant. Et ça c'est sécurisé, et vous le gardez sur vous. Alors bien évidemment, comme n'importe quelle chose, vous pouvez vous faire voler, mais avec de l'or aussi. Donc quand vous avez un petit portefeuille, c'est comme un portefeuille physique. Si vous gardez chez vous 5 000 €, bon, vous pouvez le faire voler, mais ça ne sera pas à la fin du monde, ça sera embêtant, ça sera difficile, etc. Mais si vous avez tout d'un coup, je ne sais pas moi, 1 million d'euros, vous ne le gardez pas chez vous en liquide, vous allez le déposer à la banque. Ben, c'est pareil. Votre portefeuille Bitcoin, vous le déposez à la banque, vous le mettez dans votre clé USB, éventuellement cette clé USB, vous la mettez dans un coffre à la banque s'il faut. Hein, vous n'en avez pas besoin tout le temps. Vous la reconnectez ensuite sur le réseau Internet pour faire vos transactions. Ou vous virez de votre clé sécurisée à la banque, vous virez sur votre téléphone portable, vous avez un petit wallet light, ce qu'on appelle un portefeuille léger, et là vous mettez un peu d'argent, qui vous permettra de faire des transactions, des choses comme ça. Alors maintenant, en parlant de transactions, le Bitcoin est aujourd'hui pas une monnaie en soi réelle, dans le sens où une transaction prend du temps, parce que vous avez compris, il faut que toutes les transactions soient enregistrées dans la chaîne de blocs. C'est ce qui fait sa sécurité. Donc ça peut prendre du temps. Vous n'avez pas à payer un café et attendre 10 minutes que votre transaction soit validée par des mineurs. Mais il existe un protocole qui s'appelle Lightning, la technologie Lightning, encore beaucoup de Français dans ce truc-là, qui va remplacer Visa. D'accord? En fait, eux, ils vont récupérer les transactions Bitcoin, ils vont les structurer, les garder, les compenser, les protéger, les valider, et en fait, vos transactions, elle sera instantanée. Et alors là, ça deviendra plus une monnaie à proprement parler. D'accord? Donc là, on est à la lisière. Hein. Aujourd'hui, c'est plus une valeur de refuge, une valeur d'épargne, mais ça va devenir une valeur de monnaie. C'est pour ça que le Salvador, vous avez peut-être entendu parler de Salvador, a opté pour le Bitcoin. Ils ont toujours le dollar et ils ont le Bitcoin. Mais grâce à la technologie Lightning, parce que la plupart des types là-bas n'ont pas de compte en banque, donc ils ont un téléphone portable, donc tout se fait sur le téléphone portable, et ils peuvent faire des transactions, etc. Ils peuvent aller, avant ils devaient payer tout en cash, et le Cambodge c'est un peu pareil, hein. Donc le Cambodge ils ont fait un truc malin aussi, ils ont créé une chaîne bloc et une monnaie d'État, mais qui n'est pas un Bitcoin, il devrait aller plus loin. Mais bon, c'est encore compliqué pour des États à comprendre. Mais le Salvador, ils ont été bien entourés par des Français notamment, pas que, mais entre autres. Et le président est un jeune homme, donc il est un peu dans le Web 3, il comprend, et ainsi de suite. Avant même ici, les gens qui n'ont pas de compte en banque ne peuvent pas faire un virement, etc. Bon, il y a des trucs de virement hein, par téléphone quand même, bien évidemment. Mais souvent, il fallait aller payer l'électricité en cash, prendre le bus, etc. Maintenant, avec Lightning, Bitcoin, etc., c'est instantané. Une transaction se fait de manière instantanée. Donc ça, c'est quand même bien pratique. Hein. Alors, sachez aussi que le Bitcoin est traçable, hein, d'accord? Comme c'est enregistré dans sur tous les clients, toutes les transactions, on peut voir toutes les transactions. Alors là, il y a des personnes un peu parano qui veulent pas, etc., parce que ça peut être taxé dans certains pays, etc. Mais l'argent doit être taxé. Il n'y a pas de problème là-dessus, hein, d'accord? Sauf si vous êtes dans la drogue ou autre chose, mais l'argent doit être taxé. Les impôts est une bonne chose. Les impôts, quand vous êtes dans une communauté forte, soudée, dans une nation, ou comme le dit Nietzsche, au-delà d'une nation, mais un groupe d'individus partageant des valeurs communes, passées et futures, c'est bien les impôts. Les impôts, c'est une assurance. C'est pas, mais pas trop d'impôts non plus, parce qu'on ne va pas payer pour le monde entier, d'accord? On est souverain. Mais moi, je ne suis pas pour cacher les transactions Bitcoin. Mais si vous êtes totalement parano, etc., ou que vous vendez de la drogue, le Bitcoin, c'est pas bien. Donc il y a d'autres monnaies qui s'adossent au Bitcoin, voilà, hein, électronique. On ne va pas parler des autres monnaies, on ne va pas parler du NTF, vous savez, l'art
dématérialisé et ainsi de suite, parce que ça sera l'objet d'une autre vidéo. Voilà, donc on termine là-dessus. Donc le Bitcoin est aujourd'hui une valeur refuge. Vous pouvez y aller, vous pouvez commencer à placer un peu en Bitcoin, il n'y a pas de problème là-dessus. N'ayez pas peur qu'il fluctue de 5000 $ par semaine, parce qu'il monte de toute manière. Voilà. Bon, après, moi, je ne suis pas un expert, donc faites votre propre expertise, hein, surtout. Hein. Ne prenez pas pour valeur comptante ce que je vous dis. Hein. Le Lightning, pour terminer là-dessus, va permettre de remplacer Visa. Voilà. Alors maintenant, la conclusion, c'est que la monnaie Bitcoin, le Bitcoin, est totalement compatible avec un État souverain. D'accord? On veut un État souverain, mais on ne veut pas une dictature. On veut un État souverain, léger, régalien. On veut partager entre nous, qui ayons des valeurs communes, on veut une frontière. Mais le Bitcoin, en cela, n'est pas du tout à l'opposé. Au contraire, le Bitcoin il faut une monnaie locale, aucun problème. Le franc, refaisons le franc, à terme, ou transformons l'euro, à voir. Cette monnaie locale doit nous permettre de faire des échanges, des choses, et ainsi de suite, mais garder le Bitcoin comme une monnaie de valeur refuge, comme de l'or. L'État français devrait miner du Bitcoin avec les centrales nucléaires, à une électricité pas chère, ou du solaire, hein, ou de l'éolien, ou de l'hydraulique, hein, mais pour faire une valeur refuge, pour adosser cette nouvelle monnaie souveraine, que ce soit une transformation de l'euro ou un nouveau franc, on l'adosse avec une réserve de Bitcoin. D'accord? C'est pas du tout incompatible, bien au contraire. Ça rend les choses, la monnaie locale plus forte. Et notre monnaie locale, elle peut être bien évidemment pas une monnaie d'échange trop forte pour pouvoir exporter. Bon, voilà. Bon, je rentre pas dans des arguments économiques trop poussés, mais c'est absolument pas incompatible. Bien au contraire, c'est tout à fait complémentaire. Est-ce que le Bitcoin ira jusqu'à remplacer toutes les monnaies fiduciaires? Je ne sais pas, peut-être. Mais là encore, je veux dire, ça n'empêchera jamais un État d'avoir sa propre monnaie. D'accord? Un État peut avoir deux monnaies. C'est ce qu'avait très mal expliqué Marine Le Pen. Vous vous souvenez, à un moment donné, où elle parlait de l'écu ou de ne sais plus quoi. Bon, voilà. Là, il faut laisser place à des spécialistes, comme, je ne sais pas moi, Jacques Saphir, qui pourrait en parler s'il comprend le Bitcoin. Voilà. J'espère que ça vous a permis de mieux appréhender ce que c'est qu'un Bitcoin, la technologie derrière, je le répète, qui est très intelligente, très pertinente, inviolable. Pour résumer, le Bitcoin est limité, c'est une valeur refuge, c'est limité, c'est une valeur qui demande, oui, de l'énergie pour fabriquer, mais beaucoup moins qu'une centrale à charbon. C'est pas polluant, donc n'ayez pas peur là-dessus. Notamment si on peut le miner avec une énergie qui existe déjà, mais qui va être perdue, type une centrale nucléaire quand les Français n'ont pas besoin d'électricité, bah, c'est perdu. Hein, donc là, autant miner. Donc ça, c'est absolument écolo. Ou avec une centrale hydroélectrique qui ne distribue pas encore de l'énergie à ses clients, et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de moyens de faire ça. C'est une valeur refuge. C'est comme de l'or, mais numérique. C'est inviolable. C'est ultra sécurisé, c'est indestructible, c'est décentralisé, donc on ne dépend pas du bon vouloir du département de la justice américaine qui mettent en prison nos concitoyens qui volent nos entreprises. D'accord? Donc pensez à ça. Et c'est totalement complémentaire avec une monnaie locale, moins forte, pour faire des transactions ou autres. Voilà. Merci, à très bientôt.